Donc, bonjour à vous, bienvenue à cette activité sur la quantité de mouvement qu'on fait sous Teams. Donc, on va pouvoir regarder ensemble quelques exemples sur la quantité de mouvement. Donc voilà, donc pour commencer, on va faire une petite révision. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez arrêter. La quantité de mouvement, c'est défini à partir de la deuxième loi Newton. Donc la deuxième loi Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ceci: la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Bon. Et on sait que l'accélération, par définition, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors, en définissant la notion de la quantité de mouvement, donc la quantité de mouvement, c'est ce qu'on appelle petit p. Donc ça, c'est la quantité de mouvement. C'est égal à la masse fois la vitesse d'un objet. Voilà. Ce qu'on appelle la quantité de mouvement, c'est la masse de l'objet fois la vitesse. Et donc, on s'aperçoit que si on met la masse dans la dérivée, finalement, la deuxième loi Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? La somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement. Et ça, c'est la vraie définition de la deuxième loi Newton. Si vous faites de la physique moderne, c'est la deuxième loi Newton, elle s'exprime comme ceci dans la physique moderne. Donc, elle fonctionne comme ceci. Et ça, c'est vraiment cool parce que dès qu'on parle de dérivée, on peut regarder la notion de conservation. Dans votre cours de dérivée, vous avez vu que si la dérivée de quelque chose est égale à 0, alors la fonction, elle est constante. Ça vous dit quelque chose? Vous m'entendez? Allô? Oui, Ok, je vous posais une question. Est-ce que vous avez vu que quand la dérivée d'une fonction est égale à 0, alors cette fonction est constante? ouais. Bon. Et bien là, ça, c'est quelque chose qu'on utilise dans la conservation de la quantité de mouvement. On va isoler un système. Alors, ça, c'est la partie la plus difficile à comprendre. Ah oui, vous ne voyez pas, vous voyez pas la caméra. Bon. Vous prenez deux objets qui entrent en collision. En rentrant en collision, les objets exercent une force sur eux. Donc l'objet 1 exerce une force sur l'objet 2 qui le repousse et l'objet 2 exerce une force sur l'objet 1 et le repousse. Bon, donc sur l'objet 1, il y a une force extérieure qui provient de l'objet 2. Sur l'objet 2, il y a une force extérieure qui provient de l'objet 1. Donc si on applique la deuxième loi Newton sur la masse 1 et sur la masse 2, il n'y a pas de problème, on peut trouver l'accélération. Maintenant, si on considère les deux objets ensemble, on a le droit de considérer les deux objets ensemble. La collision, ce n'est plus qu'une force interne. Donc la somme des forces internes est égale à 0. Si je considère les deux objets ensemble et que j'étudie l'accélération des deux objets ensemble, la collision, il n'y a plus de force extérieure. S'il n'y a plus de force extérieure, la quantité de mouvement est conservée. Donc ça, c'est ce que on doit faire dans nos exercices de la quantité de mouvement. On doit toujours considérer nos 2, 3, 4 objets ensemble et finalement, il n'y a pas de force extérieure qui vont agir sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur centre de masse des deux objets ensemble, lui, il va avoir son mouvement, il va garder son mouvement. Pour faire changer le mouvement d'un centre de masse, il faut mettre une force extérieure. C'est cette petite notion de particules qu'on a vue dans l'approche par problème. On a eu beaucoup de questions sur cette notion-là. Oui, mais je prends un objet, vous nous parlez de particules. Depuis le début du cours, ce qu'on fait, c'est la mécanique du point.
on étudie que le mouvement du centre de masse d'un objet. Maintenant, on commence à s'intéresser aux formes de l'objet. On l'a vu avec la rotation, pour calculer le moment d'inertie, on a besoin de connaître la forme. Et maintenant, pour la quantité de mouvement, notre ensemble, c'est deux objets ensemble. Donc, s'il n'y a pas de force extérieure, le centre de masse des deux objets, lui, ne va pas changer de mouvement. Par contre, on comprend que les objets séparés l'un et l'autre, eux, ils vont changer. Donc, quand on fait un problème de quantité de mouvement, la première chose qu'on doit dire, on regarde notre problème, on prend nos deux objets ensemble, ou on prend notre objet qui va exploser, puis on voit qu'il n'y a pas de force extérieure qui agit sur les deux objets. Ça va être que des forces internes, une explosion, une collision. À ce moment-là, la quantité de mouvement se conserve. Donc, avant la collision ou l'explosion, il y a une quantité de mouvement qui va être égale à M1 U1 plus M2 U2. S'il y a un troisième objet, vous comprenez, vous rajoutez plus M3 U3 plus M4 U4, etc. Et après la collision ou ce qu'on appelle l'explosion, vous aurez conservation de la quantité de mouvement. Donc vous aurez M1 V1 plus M2 V2, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose que vous devez utiliser. Conservation de la quantité de mouvement. Première équation. Cette équation-là, vous allez la dire en X en Y. Ça peut vous donner un maximum de 2 équations. Ensuite, vous allez utiliser la notion de conservation de l'énergie. Donc, vous utilisez le théorème de l'énergie cinétique, en fait, sous sa forme conservation de l'énergie. Et on va dire, si vous avez une collision élastique, la collision élastique, c'est l'énergie cinétique qui va se conserver. Alors que les autres types d'énergie, l'inélastique, il y a un pourcentage de perte qu'on va vous donner. On est obligé de vous donner le pourcentage où on vous fait calculer le pourcentage de perte. Et pour parfaitement inélastique, vous avez V1 qui est égal à V2. L'énergie n'est pas conservée, mais vous comprenez que les deux objets s'accrochent l'un et l'autre. Donc voilà comment vous allez résoudre un problème de conservation de la quantité de mouvement. En ce qui concerne le moment cinétique, c'est la quantité de mouvement pour la rotation. Donc, c'est au lieu d'être égal à mv, vous comprenez que c'est égal à I oméga. On fait une analogie. Et il y aura conservation du moment cinétique parce que la somme des moments extérieurs va être égale à 0. C'est le même raisonnement, mais appliqué à la rotation. On va le faire seulement à la fin. Donc voilà, c'était un petit résumé rapide sur la quantité de mouvement, sur ce que vous devez savoir. Maintenant, on peut passer aux applications et voir qu'est-ce que ça donne. Ok, bien sûr, on commence avec l'impulsion. Ça, c'est drôle. Bon. Alors, je vais juste aller chercher les corrections. Bon. Donc ça, c'est l'exemple 10.8.1. Parfait. La notion d'impulsion. Bon. Dans le cas où vous avez des forces extérieures, donc on sait maintenant que la somme des forces extérieures, je vais réécrire, on sait que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de la quantité de mouvement, dp delta t. Si je fais une intégrale, c'est-à-dire une aire sous la courbe, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir delta p sur delta p. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, en faisant mon intégrale, j'obtiens ceci. Delta p sur delta t. Et finalement, si je fais la force extérieure fois le temps, je vais avoir, ça va être égal à la différence de la quantité de mouvement. Donc, si j'ai une force extérieure, la quantité de mouvement varie. Et ça, force extérieure, c'est la force moyenne là qu'on va avoir. Ça va être ce qu'on appelle l'impulsion.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impulsion. Bon. OK. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir résoudre le problème 10 points. Alors, voyons voir. Pourquoi j'ai appelé ça impulsion? Quelle est la vitesse du bloc? Oui. Parfait, c'est bon. OK. Donc, on a une balle de fusil qui va se loger dans un bloc de bois. Après la collision, le bloc glisse sur la surface et il y a un coefficient de frottement cinétique de 0,3 entre le bloc et la surface. Quelle est la vitesse du bloc 2 secondes après la collision? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir la quantité de mouvement on va avoir la quantité de mouvement initiale, donc ça va être avant la collision, donc on peut le marquer. La quantité de mouvement initiale, elle vaut quoi? Ben, elle vaut la masse 1, 50 grammes, 0,050, fois la vitesse, 350, plus la quantité de mouvement initial du bloc. Le bloc ne bouge pas, donc en fait plus 2 fois 0. Donc la quantité de mouvement du système, donc le système c'est quoi? C'est la balle avec le bloc. Ça vaut 0,05 fois 50. Donc on va juste aller faire le calcul. Donc 0,05 fois 5 fois 350. Donc on trouve 17,5. Kilogrammes mètres par seconde. Ça, c'est la quantité de mouvement initial. Maintenant, on peut commencer à résoudre. Mais monsieur, L'impulsion. vous avez dit, tiens, mettons là, on fait ma masse initiale fois ma vitesse initiale. Là. Oui. Puis après ça, on a rajouté 2 fois 0. Ben, en fait, plus 0, parce que initialement, tu as la balle qui va à 350 mètres par seconde, Ouais. plus la quantité de mouvement du bloc. Le bloc ne bouge pas, donc la quantité de mouvement du bloc vaut 0. On a fait M1U1 plus M2U2. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'impulsion, c'est quoi? C'est la différence de la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement final moins la quantité de mouvement initial. L'impulsion, ça vaut quoi? Ça vaut la force fois le temps, égale la quantité de mouvement final moins la quantité de mouvement initial. Donc là, on peut remplacer. La force, c'est quoi? C'est la force de frottement. Donc c'est 0,3 fois la normale. Donc la normale, c'est égal au poids pour le coup. Donc ça fait 2,05 le bloc avec la balle fois 9,8. Ceci, c'est négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce que la force de frottement, elle est négative. D'accord? Oui. On prend le signe, la force est négative. Et on multiplie par le temps qui vaut 2 secondes. Donc ça, c'est l'impulsion. Donc l'impulsion, on peut la calculer, elle vaut 0,3 fois 2,05 fois 9,8 fois 2, ça vaut moins 12,054. Donc on peut marquer ça. On va juste effacer. J'aurais dû dupliquer les diapos.
Ça aurait été plus simple. Donc, l'impulsion qui est négative, moins 12,5, ça c'est l'impulsion. C'est égal à la différence de la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement finale moins la quantité de mouvement initial qu'on avait trouvé qui valait 17,5, moins 17,5. Voilà. Donc, on trouve que la quantité de mouvement finale, ici, elle n'est pas conservée parce qu'elle est soumise à une force. Ça vaut 17,5 moins 12,5, ça vaut 5. Et la quantité de mouvement finale, c'est quoi? Bah, c'est M1 V1 plus M2 V2. Donc ça vaut 5. La masse 1, bah, c'est 0,05 fois la vitesse V plus 2 fois la vitesse V. On a une collision qui est parfaitement inélastique, puisque ça reste. Donc ça fait V divisé par la vitesse, ça fait 5 divisé par 2,05. Donc on trouve une vitesse de 2,40. Pourquoi il y avait une petite erreur? Est-ce que j'ai fait un arrondi? Ah oui, excusez-moi, c'est 12,05 l'impulsion. Le calcul de l'impulsion, c'est 12 fois 0,5. 17,5 moins 12,05, donc ça fait 5,45 ici. Voilà. Et donc, vous faites 5,45 divisé par 2,05, vous trouvez une vitesse de 2,66 mètres par seconde. Donc, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la formule l'impulsion est égale à la différence de la quantité de mouvement. L'impulsion, on a fait la force moyenne, donc qui était le frottement fois le temps. C'est pour ça qu'on a eu une impulsion négative. Ça enlève la quantité de mouvement, ça fait ralentir. La quantité de mouvement finale, c'est ce qu'on cherchait parce qu'on cherchait la vitesse finale. Et la quantité de mouvement initiale, on l'a trouvé facilement, ça valait 17,5. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris un problème de l'examen. Est-ce que ça va pour ça? Oui, moi ça va. Victor? Oui, ça va. Ok, parfait. Bon. Donc ça, à l'examen, vous aurez vous aurez un problème comme ça sur l'impulsion. Explosion maintenant. Donc là, on est dans le coup, il n'y a pas de force extérieure. Vous voyez qu'il n'y a pas de frottement qui va aller agir. Donc on a avant l'explosion, puis on a après l'explosion. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne la vitesse de notre bombe avant l'explosion. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer la quantité de mouvement initiale. Donc on la calcule. La quantité de mouvement initiale, c'est la masse initiale fois la vitesse initiale U1. Bon, on va l'appeler U, de toute façon il y a une seule masse. Donc ici on a quoi? On a une bombe de 100 kg. Et ici, alors je vais aller mettre vecteur, c'est vectoriel. On a fois 5 et puis ça va être en X. Donc on a 500 mètres par seconde en X. En X, voilà. Donc la quantité de mouvement initial en X vaut 500, la quantité de mouvement initial en Y vaut 0. Maintenant, pas de force extérieure. Il n'y a rien du tout qui agit sur la bombe. La bombe, elle explose toute seule. La petite chose qui l'a fait exploser, c'est une force interne. Donc la quantité de mouvement se conserve. Voilà. Donc maintenant, on peut aller marquer la quantité de mouvement initial en X, donc ça vaut 500, va être égale à la quantité de mouvement final en X. Donc la quantité de mouvement final en X, c'est quoi? Ben, on regarde. Vous avez 3 fragments. Le premier fragment, il va vers les X positifs.
c'est le 45. Donc, c'est 45 fois 30 mètres par seconde. Donc, ça, c'est M1 V1X. C'est celui-ci. Ça, c'est M1. Ça, c'est la masse 1 qu'on connaît déjà. Le deuxième fragment, ça va être la masse 2. Donc, vous avez, alors ça va être négative, ça va être moins 30 fois 25. Puis bah là, vous comprenez qu'on doit aller faire un sinus. Alors, il y a 135 degrés. Pardon, on va faire un cosinus. Donc, ça va donner cosinus de 135. Donc, ça va donner 0,7. Donc, on peut marquer plus 30 fois 25 cosinus de 135. Ça va donner une valeur négative. Ça. On aurait pu utiliser l'orientation directement. L'orientation 360 moins 135, c'est 225. Je pense que vous allez préférer l'orientation. Donc, on va y aller avec l'orientation. Donc, je vous rappelle, l'orientation, elle va être ici. C'est 360 moins 135. Donc, on a une orientation de 225. Voilà. Et l'autre, bah, plus 25 kg fois Vx. Donc, la masse 3, on va aller pouvoir trouver sa composante en X. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le calcul. Donc, avec le principe de la quantité de mouvement, on trouve que Vx vaut moins 12,79 mètres par seconde. Ça, c'est en X. On fait la même chose en Y. Donc, en Y, quantité de mouvement initiale, ça valait 0. La masse 1 n'a pas de vitesse en Y, 0. La masse 2 plus 30 fois 25 sinus de 225 plus 25 VY. Je vais juste enlever lui, il m'embête. Voilà, on va le mettre ici. Donc plus 25 VY. Et donc, à partir de là, vous trouvez la valeur de VY. Oups, j'étais un petit peu trop vite. Voilà, donc on trouve comme valeur pour VY de 21, on trouve une valeur positive. Donc ça vaut 21,2 mètres par seconde. Donc là, c'est terminé. Il suffit d'appliquer Pythagore pour aller trouver la valeur de la vitesse. Donc, si on applique Pythagore, on trouverait une vitesse de 24,77. Et comme orientation, on trouverait 121,1 degrés. Des questions? Non. Ça va, hein? Ouais. Ben, vous voyez que la quantité de mouvement, c'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça, là. Si vous savez identifier la quantité de mouvement initial, la quantité de mouvement final, vous appliquez la conservation de la quantité de mouvement, vous l'appliquez en X et en Y. À l'examen, c'est exactement ça qui est posé. Donc généralement, les étudiants qui ont très bien compris la décomposition en X et en Y des forces comprennent très bien la notion de quantité de mouvement en X et en Y. Les étudiants qui ont encore des difficultés avec les vecteurs ont beaucoup de difficultés à ces endroits-là. Mais rendu en fin de session, vous ne devriez plus avoir de difficultés sur les vecteurs. Bon. Collision élastique. Alors. Ok. Donc là, on fait un problème de, cette fois-ci, c'est une collision. Donc on a une masse 1 qui va rentrer en collision avec une masse 2. Vous voyez que c'est un problème à une dimension, qui va être seulement en X. Donc on va faire la quantité de mouvement seulement en X. Donc la première chose qu'on écrit, la quantité de mouvement initiale. Donc M1 U1, 1 donc M1 fois 2 U1 1 plus M1 U2 2 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 M1 U
U1 plus M2 fois la vitesse U2. Elle vaut combien la vitesse U2? Vous pouvez me la dire? Moins 2. Moins 2, exactement, c'est ça que je voulais entendre. C'est une erreur, c'est ici, il ne faut pas faire une erreur de signe. Donc voilà, et après, donc ça, c'est la quantité de mouvement initiale. Maintenant, vous cherchez la quantité de mouvement finale. Donc vous avez la masse 1 fois V1, donc je mets juste V1, plus la masse 2 de V2. Voilà. Donc vous avez seulement une équation alors que vous avez deux inconnus. Donc ça, c'est conservation de P. Bon. Donc quand vous écrivez la conservation de la quantité de mouvement en X, vous avez seulement une équation. Mais comme vous avez deux inconnus, vous avez besoin d'une autre équation. Ben, c'est là où la notion de collision élastique vous sert. Comme c'est élastique, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que l'énergie cinétique initiale va être égale à l'énergie cinétique finale. Voilà. Ça, c'est la définition d'une collision élastique. Donc, la collision est l'énergie cinétique initiale, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, plus 1/2 de la masse 2 fois la vitesse de la masse 2 au carré, est égal à 1/2 de la masse 1 fois la vitesse V1 au carré, plus 1/2 de la masse 2 fois la vitesse V2 au carré. Bon, on s'aperçoit que les demi, on peut les enlever déjà. On ne va pas les intégrer. Donc ça va nous donner 25 plus 8 va être égal à V1 carré plus 2 V2 carré. Donc 25 et 8, ça donne 33. Oui, 33 est égal à V1 carré plus V2 carré. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, bah là, on avait 5 moins 4, donc on avait 1, V1 plus 2 V2. Vous avez deux équations à deux inconnus, c'est le temps de résoudre. Donc, est-ce qu'il y avait une erreur? Ah! Non, il a juste changé dans sa correction, il a changé les vitesses. Je viens de m'en apercevoir. Il a changé ses vitesses dans ses corrections. Bon, c'est pas très grave, c'est la même chose. Donc c'est le même raisonnement. Donc là, vous avez une équation. Votre première équation, c'est 1 est égal à V1 plus 2V2. Et votre deuxième équation, c'est 33. Oups. 33 est égal à V1 carré plus 2V2 carré. Bon, bah, vous utilisez la substitution pour aller le faire. Je propose de ne pas le faire parce que ça, c'est des maths. Il n'y a pas d'explication physique. Ça va pour ça? Oui. Eh ben, parfait. Ouais, ça va. Parfait, on continue. Il nous reste deux exemples à faire et puis on aura pas mal fait le tour pour l'examen. L'examen numéro 3 est plus facile que l'examen numéro 2. Si vous comprenez l'énergie, la quantité de mouvement, il est vraiment plus simple. Énergie et quantité de mouvement. Justement. Allons voir ceci. Ça, j'aime bien comme question.
vous avez trois positions. Première position, la position A, où vous avez une masse qui va rentrer dans une masse 2 au point B. Donc au point B, on va avoir une collision qui va être parfaitement inélastique. Puis ensuite, la masse avec la balle va monter suivant un pendule. Ça, c'est un excellent problème et c'est un exemple de problème synthèse que vous pouvez avoir à l'examen final. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui fait appel à plusieurs choses que vous avez vues en classe. Qu'est-ce que vous pouvez dire entre A et B au niveau de la quantité de mouvement entre A et B? Entre le point A et le point B. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la quantité de mouvement? La même. Ça reste la même. Pourquoi c'est la même? Parce que la somme des forces extérieures est nulle. Si on regarde les forces extérieures, on voit qu'on a la masse qui est comme ceci, on a le poids, puis on a la tension. Les deux s'annulent. Là, vous pouvez me faire une petite objection en me disant, il y a la masse 1 qui a un petit poids. Oui, mais regardez, 35 grammes versus 2 kg, ce poids-là est négligeable. Donc en fait, entre A et B, la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc la quantité de mouvement est conservée. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'énergie? L'énergie de A à B? Entre A et B. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus sur l'énergie? Donc là, vous avez dit... la même énergie. Pourquoi c'est pas la même énergie? Non, mais ça va être la même. Non. Pourquoi? Pourquoi entre A et B, j'ai une perte d'énergie? Parce que c'est pas une collision élastique? Exact. C'est une collision qui est parfaitement inélastique. Donc l'énergie n'est pas conservée. Donc ici, entre A et B, ce que vous utilisez la notion de quantité de mouvement. Et après, vous utilisez le fait que V1, V final est la même, VF1 va être égal à VF2. Voilà. Voilà ce que vous allez utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Entre A et B, on peut écrire ceci. On peut écrire que la quantité de mouvement est conservée. Donc, j'ai M1 V initial va être égal à M1 V final, VF, plus M2 VF. Et le tout est seulement en X. Donc, si je remplace par mes valeurs, je trouve que ça fait 0,035 V1 va être égal à 2,035 VF. Voilà ce que je peux marquer. Donc entre A et B, j'ai pu marquer ceci. J'ai pu marquer la conservation de la quantité de mouvement. Et comme je sais que c'est une collision qui est parfaitement inélastique, j'ai pu déjà mettre que VF1 est égal à VF2. Maintenant, regardons entre B et C. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la quantité de mouvement entre B et C? Est-ce qu'elle est conservée, la quantité de mouvement entre B et C? Oui. Pourquoi? Ben là, c'est écrit sa feuille, là. Où est-ce que c'est marqué qu'entre B et C, que la quantité de mouvement est conservée? Ben, c'est écrit indice d'énergie mécanique est conservé entre l'instant B et C. Ah, j'ai marqué l'indice. Bon, ça c'est autre chose.
Oui, on va reparler de l'énergie. Je te demande la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est pas de l'énergie. C'est quoi la condition pour que la quantité de mouvement soit conservée? Ça soit une collision élastique? Non. Le type de collision, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a dit en premier pour dire que la quantité de mouvement est conservée? Qu'est-ce qu'on dit en premier? Si le système est isolé? Oui, que le système est isolé, c'est-à-dire que la somme Des forces La somme des forces extérieures. extérieures. Ouais. Exactement. Et si vous regardez, votre poids et votre tension, elles ne sont plus alignées, donc la somme des forces n'est plus égale à 0. Donc ici, la quantité de mouvement entre B et C n'est plus conservée. Entre B et C, P n'est plus conservé. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la vitesse varie. Et oui, il va monter, il va monter, puis il va même s'arrêter à son point maximum. La vitesse sera nulle. Donc si la vitesse est nulle, on peut trouver la quantité de mouvement finale, elle vaut 0. Ça, à l'examen, c'est vraiment le genre de question de compréhension que je vous demande. J'aurais pu vous demander donner la quantité de mouvement au point C. Généralement, tout le monde m'aurait écrit « Ah, bah ça vaut la quantité de mouvement au point A ». Non, la quantité de mouvement au point C, ça vaut 0 parce que la vitesse est nulle. Ça fait partie des questions de compréhension au départ. Ça. Ce genre de problème, ça fait plus partie des questions de compréhension au départ. Par contre, pourquoi l'énergie mécanique est conservée entre B et C? Parce qu'il n'y a pas de frottement? Exact, parce qu'il n'y a pas de travail non conservateur. La tension est une force centripète. Une force centripète, le travail d'une force centripète, ça vaut 0, comme le travail d'une normale. Donc le travail d'une normale et le travail d'une force centripète, il n'y en a pas. Et maintenant, il reste quoi? Il reste le travail du poids. Le travail du poids, on l'utilise dans l'énergie mécanique. Donc il y a conservation de l'énergie mécanique. Qu'est-ce qu'on peut marquer? On marque l'énergie mécanique au point B, qui est de l'énergie cinétique. Donc on marque 1,5 fois la masse, 2,035, fois la vitesse au point C, donc la vitesse finale au carré. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à mgh. Donc la masse, 2,35, la valeur de G, 9,8, et il faut trouver la hauteur h. Donc la hauteur h, on la trouve à partir de l'angle, 40 degrés. Donc ici, on avait une longueur de 160. Donc en fait, ici, on a 160. Là, on a 160, on a 40 degrés. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche? Il faut qu'on cherche cette longueur-là. Donc ça fait 160 fois cosinus de 40. Donc ça fait 122,56. Donc la hauteur, c'est 160 moins 122,56. On a une hauteur de 37. Donc fois 0,37. Donc voilà. Donc à partir de ceci, on peut trouver la vitesse finale. Donc la vitesse finale, ça vaut 2,7. Et connaissant la vitesse finale, on trouve la vitesse initiale qui sera de 157,5. Ça, c'est le genre d'exercice que vous aurez à l'examen final. C'est un très bon exercice d'examen final. On aurait pu rajouter une question supplémentaire. La question supplémentaire aurait pu être « Allez trouver l'accélération centripète ». Donc ça aurait été une bonne question. Ça.
connaissant les tensions, etc., on aurait pu vous faire trouver pas mal de choses. Donc voilà. Ça va pour lui? Oui, ça va. Bon. Ok. Dernier problème, le moment cinétique. Le moment cinétique, c'est la quantité de mouvement pour la rotation. D'ailleurs, toute formule de translation que vous avez vue en classe depuis le début de la session, vous pouvez l'utiliser en rotation en substituant comme il faut. Donc, exemple, on a vu que la quantité de mouvement... Monsieur? Oui. Moi, j'avais une question, là, ça n'a pas rapport avec ça, là, mais c'est juste quand je fais les exercices là, sur l'énergie, là, Ouais. puis des fois, on a comme des projectiles. Est-ce qu'on peut prendre les formules des projectiles ou pas? Oui. OK. Tout à fait. C'est bon. Dans un problème sur l'énergie avec les projectiles, d'ailleurs, je vous l'ai expliqué dans la correction du mini-test, vous avez le droit d'utiliser n'importe quel problème, n'importe quelle méthode dans un problème, sauf si je vous dis passer par telle méthode. Ça arrive parce qu'à un moment donné, on veut vérifier une méthode, on vous dit vous devez passer par la méthode de la deuxième loi Newton. Bon, bah, vous faites la somme des forces. Vous ne pouvez pas utiliser l'énergie à ce moment-là. Mais dans un problème avec un projectile, si tu utilises l'énergie, tu vas trouver la vitesse finale, mais tu ne vas pas connaître sa direction. Pour aller connaître sa direction finale, il faut que tu utilises la deuxième loi Newton. Donc, la cinématique en 2 dimensions. Voilà. Donc, oui, je réponds tout de suite à ta question. On revient sur le moment cinétique. La quantité de mouvement, c'était la masse fois la vitesse. Ben, ce qu'on appelle le moment cinétique, donc l'équivalent de la masse, c'est le moment d'inertie. L'équivalent de la vitesse, c'est la vitesse angulaire. D'ailleurs, l'impulsion, qui est la force moyenne fois le temps, on pourrait avoir une impulsion de rotation qui serait le moment de force moyen fois le temps. Et ça serait égal à la différentielle de moment cinétique. Mais je pense pas qu'on pousse jusque-là, déjà que tout le monde trouve que je vous pousse pas mal sur la rotation. Donc, mais je vous dis, vous pouvez trouver la puissance de rotation. La puissance en translation, c'est la force fois la vitesse. La puissance en rotation, c'est le moment de force fois la vitesse angulaire. Donc en fait, en connaissant toute la translation, vous retrouvez la rotation. Donc voilà. Alors, donc allons-y avec notre petit calcul. Nos deux masses, qu'est-ce qu'on a? Donc avant la collision, on a le tourniquet qui tourne et on a le bonhomme qui court. Après la collision, on cherche la vitesse. Alors, voyons voir. Donc initialement, le moment cinétique, LI, ça vaut quoi? Ça vaut le moment cinétique du tourniquet fois la vitesse angulaire du tourniquet initial, plus le moment cinétique du bonhomme fois la vitesse angulaire du bonhomme. Bon, le bonhomme, on le voit, alors dans la correction, il utilise une formule et on va voir que ça revient à faire la formule qu'il propose. Vous allez comprendre. Donc, initialement, moment cinétique d'un tourniquet, c'est un disque. Vous connaissez, ça vaut 1/2 de m r carré. Et on va multiplier par oméga. Donc, la vitesse du tourniquet. Voilà, donc on la connaît, c'est 1 rad par seconde. Pour le bonhomme, son moment d'inertie, en fait, le bonhomme, si on regarde,
juste avant la collision, il va être ici. Donc finalement, bah, on le prend comme une masse ponctuelle. On va considérer que c'est une masse ponctuelle. Donc le moment d'inertie d'une masse ponctuelle, c'est quoi? Bah, c'est la masse fois r carré, la distance. Donc ici, c'est exactement la même, le rayon du tourniquet. Et sa vitesse, ça va être quoi? Bah, la vitesse angulaire, c'est quoi? C'est la vitesse qu'il aura divisée par le rayon. Donc ça vient à refaire mr fois v, la correction que met M. Tremblay. Donc je viens de vous expliquer. Le moment d'inertie, on prend le moment d'inertie d'une masse ponctuelle qui va être ici. Et la vitesse angulaire, c'est la vitesse du bonhomme divisée par le rayon. Voilà. Donc là, on peut aller tout calculer parce qu'on a toutes ces valeurs-là. Donc 1/2, la masse du tourniquet, c'est 160. Son rayon, c'est 2 au carré. Sa vitesse angulaire, on voit, alors, j'aime pas ça, Monsieur Tremblay, il met des positifs comme ceci. Moi, je vous ai dit, vous me le mettrez toujours dans le sens inverse. Bon, là, ça change rien, mais en le mettant dans le sens inverse, ça permet d'utiliser l'orientation avec les vecteurs. C'est juste pour ça. Pour ça que j'aime pas ce sens-là. Mathématiquement, ça n'a pas de sens d'utiliser ce sens-là. C'est pas grave. Donc, on va y aller. Donc, ça fait fois 1. Plus 60 kg. OK? Le rayon, toujours 2 mètres, c'est la distance, fois la vitesse, il est à 4, divisé par le rayon, 2. Donc, si on fait le calcul, ça fait moins 160. Alors, les unités, on y va. Moi, je vous dis, c'est des unités SI, mais si on veut trouver les unités, c'est pas très dur. C'est des kilogrammes mètres carrés rad par seconde. Donc, c'est des kilogrammes mètres carrés seconde. Voilà, les unités, c'est des kilogrammes mètres carrés seconde. Voilà. Donc, ça, c'est initial. Mais là, vous avez dit que vu que ça ne tournait pas dans le même sens que nous, habituellement, il faut mettre des moins. Alors, si nous, on avait à le résoudre avec, on va le résoudre normalement. On va le résoudre comme avec le plus que je vous aurais fait. La seule chose qui aurait changé, c'est votre oméga ici qui aurait eu un moins et votre oméga là qui aurait eu... et lui, attends, est-ce que je me suis trompé? Ah oui, désolé, petite erreur. Tu avais raison, ici il manquait un moins. Voilà. Donc si nous, on l'avait fait dans le sens, ben là, il y a un moins, puis là, il y aurait eu un plus. Voilà. OK. Voilà. Excuse-moi, j'avais oublié de rajouter le plus. Donc, parce qu'on voit que le oméga était... voilà. Bon, mais on va continuer comme la correction de Monsieur Tremblay. Il n'y a pas de problème, mais effectivement, j'avais oublié de mettre un moins parce que le bonhomme, il tourne dans le sens contraire. Donc, il y a bien un moins à les mettre ici. Ça, il faut faire attention. Bon, ben là, c'est terminé. Parce que regardez ce qu'il suffit qu'on fasse. Le moment cinétique initial, ça vaut moins 160. Ça est égal au moment cinétique final. Le moment cinétique final, c'est quoi? Ben, c'est 1/2 de m r oméga f plus, toujours pour le petit bonhomme. Donc là, ça va donner m r oméga f. Ils ont le même oméga finalement. D'ailleurs, question, c'est quel type de collision s'ils ont le même oméga? Parfaitement inélastique? Parfaitement inélastique. Est-ce que l'énergie cinétique s'est conservée? Non. Non. Vous voyez, ça, c'est des questions que je rajoute en supplément à l'examen. Donc, ça fait moins 160 est égal à 1/2
fois 160 fois 2 au carré oméga f plus le moment d'inertie du bonhomme, donc 60 fois 2 oméga f, et vous trouvez un oméga f qui est négatif. Ça, c'est logique. Il se met à tourner dans le sens contraire. Et vous le trouvez, ça fait moins 0,2854. Moins 0,2857 rad par seconde. Voilà. Si vous avez tout compris ces problèmes-là, vous êtes prêts pour l'examen en ce qui concerne la quantité de mouvement et les moments cinétiques. C'est ce qui termine l'année. Il n'y a plus d'autres théories au niveau dans l'année, il n'y a plus rien d'autre. Donc à l'examen, le moment cinétique, ça va pas mal ressembler à ça. À l'examen final, s'il y a des questions sur le moment cinétique, ça va ressembler à ça. Ça va? Ouais. Oui, merci beaucoup. Bon, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais vous proposer d'arrêter ça là ici.